Dans tous les mondes et à toutes les époques, il y a toujours eu une règle immuable. La justice et la bonne volonté l'emportent toujours sur le mal, et cette fois-ci n'a pas fait exception. Une équipe de héros était venue pour vaincre le roi démon. Ils étaient persuadés qu'il était le mal universel et la cause de tous leurs maux. C'était son destin de les rencontrer. Si c'était possible, le roi des démons voulait que personne n'apparaisse jamais ici. Cependant, comme il sied à un roi démon maléfique, il se présenta d'une voix froide comme le plus grand être qui régnait sur tous les démons. Il s'appelait Lurus Léanor, roi des démons à 100 haines. Il avait déjà accepté son destin, mais il a tout de même salué le groupe de héros pour que personne ne se doute de rien. Il est difficile de dire quand tout a commencé. Depuis l'Antiquité, les gens considèrent les démons comme des êtres maléfiques. En raison de ces préjugés, de nombreux démons ont été tués au nom de la justice. La haine engendre la haine. Les démons n'ont donc eu d'autre choix que de riposter. En fin de compte, les deux parties ont pointé leurs épées l'une vers l'autre. Il n'y avait aucune chance de négociation. Une mer de sang, de mort, de haine, tout cela sans raison. Beaucoup pensèrent que le vainqueur de ce jeu stupide dominerait définitivement le monde. Mais c'était un non-sens total. Quel que soit le vainqueur, il est presque certain qu'il déclenchera une nouvelle guerre. Les humains tremblent toujours devant un grand pouvoir. Et à cause de leur peur, ils essaieront toujours de détruire ce pouvoir. Dans le futur que le roi démon a vu, les plus puissants héros de ce monde l'ont vaincu. N'y avait-il rien à faire? Le seigneur démon regrettait de n'avoir jamais pu trouver de réponse à cette question. Humains et démons avaient déjà franchi la ligne, après laquelle il était impossible de revenir. La seule chose qui restait à faire était de se battre jusqu'au bout. Le seigneur démon remplit son corps de magie et se plaça devant le héros. Malgré l'énorme force et la puissance du seigneur démon, l'équipe du héros n'en était pas moins forte. Ils avaient traversé de nombreuses épreuves et avaient les dieux et les esprits de leur côté. Avec des atouts dans les mains des deux camps, la bataille aurait dû être une véritable fête. Mais à la fin, la justice l'emportera. C'est une vérité qui a été transmise de génération en génération. Une épée sacrée transperça la poitrine du seigneur démon. Sa lumière détruisit la puissance obscure du seigneur démon. À cet instant, le seigneur démon pouvait clairement voir ses ennemis, le maître de l'épée, le saint et l'archimage. Il s'était bien préparé. Quoi qu'il en soit, les héros étaient la justice, et le roi des démons était le mal. Un sourire se dessina sur le visage de la Ruslia. Voyant cela, le héros lui demande pourquoi il rit et s'il prépare quelque chose. Cependant, le seigneur démon n'avait pas de plan ou de piège sournois. La raison de son sourire était tout autre. Demain, il était censé fêter l'anniversaire de la fille de son ami, et il était un peu contrarié à l'idée qu'il allait mourir maintenant. Il avait promis de lui rendre visite le jour de son anniversaire. Malheureusement pour lui, ce jour n'arrivera jamais. La fin était très proche pour les démons. Dès qu'il serait mort, les démons commenceraient à être opprimés, persécutés et exterminés. Si les choses continuaient ainsi, les démons pourraient disparaître en tant que race, et la vie de la fille de son ami serait également interrompue avec le reste d'entre eux. Le héros, sous son masque de fer, le regarde avec stupéfaction. Comme s'il réalisait quelque chose, il fronça les sourcils. Après quelques secondes de réflexion, le héros hocha la tête et sortit des mots qui montraient que les paroles du seigneur démon n'étaient pas des mensonges. Auparavant, il n'y avait que de la haine et de la soif de tuer dans les yeux du héros. Mais cette fois-ci, l'Eroslia put percevoir l'humanité et la chaleur dans sa voix. C'est pourquoi le seigneur des démons, dans ces derniers instants, a décidé d'abandonner la haine et de parler avec son cœur. Tout ce que les humains et les démons avaient fait auparavant, c'était de s'entretuer sans raison. L'Église a enseigné aux gens que les démons étaient des messagers du mal. Mais en fait, les humains et les démons étaient fondamentalement semblables. Leurs actions ne sont pas différentes. Si le héros ne le croit pas, il doit voir par lui-même. Il devait comprendre les enseignements de l'Église sur les démons sans préjugés. Il verra et doutera s'il vaut la peine d'exterminer tous les démons sur ordre de l'Église. Et s'il ressent ce sentiment, ne serait-ce qu'un peu, alors les démons, non. Les démons et les humains ont une chance pour l'avenir. L'Eroslia sentit son corps se transformer en éther dans l'air. C'était une conséquence de la puissance de l'épée sacrée. La contemplation se lit sur le visage du héros. Les mots du seigneur démon restaient en lui, et il voulait les comprendre. En voyant cela, le seigneur démon comprit que les graines avaient été plantées. L'instant d'après, son esprit fut plongé dans les ténèbres. Il n'entendait plus qu'une voix. « Compris, je te crois. Sans préjugés, je regarderai les démons droit dans les yeux. » Le héros a tout compris. À ce moment-là, il promit au roi des démons de ne plus discriminer les démons avec des préjugés. Maintenant que l'Eroslia avait entendu ces mots, il pouvait mourir en paix.
Le seigneur démon remarqua d'abord que la voix du héros était aiguë et qu'il s'agissait d'une femme. Tout s'assombrit devant son regard, et la dernière chose qu'il vit fut le visage des camarades du héros. Et puis, pendant un instant, une sainte est apparue devant son regard trouble. Il pensait qu'elle se réjouirait de sa mort, mais son expression était tout autre. Pourtant, pour l'Eroslia, cela n'avait plus d'importance. La seule chose qui lui importait avant sa mort était la promesse du héros. S'il la tenait, un avenir meilleur s'ouvrirait à lui. Le roi des démons qui avait perdu contre le héros disparut du monde. L'histoire se termine par une fin heureuse. La fin. Mais ce n'était pas le cas. Depuis l'Antiquité, on croyait que, contrairement aux humains, les démons n'avaient pas d'âme et qu'ils ne pouvaient pas renaître après la mort. Par conséquent, lorsque le 100e seigneur démon, l'Eroslia Nord, ouvrit les yeux, il fut très surpris. L'instant d'après, il entendit une douce voix féminine l'appeler Lourou et lui souhaiter le bonjour. Devant lui se trouvait une belle femme humaine qui, pour une raison inconnue, le regardait avec un regard plein d'amour et de chaleur. L'Eroslia ne réalisa pas tout de suite ce qui s'était passé et pourquoi il y avait une femme humaine devant lui. La dame humaine devant lui n'était pas choquante en soi. Ce qui l'a le plus troublé, c'est sa taille. Même s'il n'avait pas les plus grandes mains dans le passé, il n'y avait pratiquement aucune beauté dont les mains étaient de plus grandes que les siennes. Comparées à cette femme, ses mains étaient minuscules et gonflées comme des bébés. Au bout d'un moment, il s'est rendu compte que c'était peut-être l'inverse. Elle n'était pas grande, il était petit. Le phénomène dont parlent les démons s'est produit, pensa l'Eroslia à ce moment-là. Une odeur de lait délicieux émanait de la femme, ainsi qu'une sensation de douceur et de chaleur. D'après ses actes et ses paroles, notre héros a compris qu'il s'agissait de sa mère. Lorsqu'il s'en est rendu compte, sa conscience a finalement sombré dans l'obscurité. Quoi qu'on en dise, dans ce monde, les âmes des humains et des démons ne sont pas différentes. Même si le corps est détruit, la créature renaîtra sous une forme différente. Certains renaissent dans la même espèce, d'autres dans une espèce complètement différente. Le cercle de la naissance et de la mort ne s'arrête jamais. C'est un mythe commun aux démons. L'Eroslia n'y croyait pas vraiment, mais cela s'est avéré vrai. Surtout pas quand il pense à en faire l'expérience lui-même. Il se souvenait bien des jours passés avec ses camarades et ses proches, ainsi que le moment où il a été vaincu par un héros. Il se demandait pourquoi il renaissait, avec les souvenirs de sa vie passée de seigneur démon. Cependant, l'Eroslia avait beau y penser, rien ne lui venait à l'esprit. Tout ce qu'il pouvait faire dans ce corps pour l'instant, c'était manger et dormir. Ce n'était pas du tout une mauvaise chose. Avant, il était constamment occupé par ses fonctions officielles de seigneur démon. Mais maintenant qu'il était un bébé, il était enfin libre et pouvait se reposer. Mais il n'allait pas perdre de temps. Et la première chose qu'il décida de faire fut d'obtenir plus d'informations. Malheureusement, il ne pouvait pas se contenter de poser quelques questions à la femme qui était probablement une servante. Du moins parce qu'il ne pouvait pas parler du tout pour le moment. De plus, il serait étrange que le nourrisson se mette soudainement à parler. Son corps mal contrôlé était vraiment un problème maintenant, car il réduisait considérablement sa capacité à obtenir des informations. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était regarder et écouter. Malgré cela, il a réussi à apprendre quelque chose de très intéressant. En observant la servante, il la vit utiliser son bâton pour lancer une sorte de sort. Cependant, ce n'est pas la présence de la magie qui a surpris notre héros. Il ne comprenait pas pourquoi la jeune fille avait utilisé une si mauvaise grammaire pour lancer le sort. De plus, il était sûr que pour utiliser une magie aussi basique, il n'y avait pas besoin d'utiliser le hasard ou des outils. C'est assez étrange. Mais depuis la renaissance de l'Eroslia, il n'avait pas encore utilisé la magie. Et il était très curieux de savoir quelle était sa puissance magique. Par nature, les humains ont moins de pouvoir magique que les démons. Notre héros n'attendait donc pas grand-chose de ce corps. Mais contrairement à ses attentes, sa puissance magique était bien plus importante que ce qu'il avait imaginé. Elle n'était pas seulement grande. Non seulement ses souvenirs, mais aussi la puissance magique de sa vie passée avaient été transférés dans son nouveau corps. Sa quantité n'était pas différente de celle qu'il avait lorsqu'il était seigneur démon. Cependant, le problème était qu'il ne pouvait pas la contrôler aussi bien qu'avant. Il restait à savoir si c'était parce qu'il était humain ou parce que son corps était enfantin et peu développé. Mais ce n'est pas un problème. Un entraînement assidu pouvait facilement résoudre ce problème. Après avoir vérifié s'il y avait quelqu'un dans les parages, notre héros décida de ne pas perdre de temps et de commencer immédiatement l'entraînement. La raison d'une telle précipitation était très simple. Il devait devenir plus fort le plus rapidement possible. Sans force, il serait sûrement détruit, comme dans sa vie précédente. Cette fois-ci, il ne pouvait pas laisser cela se produire. 7 ans s'étaient écoulés depuis que les souvenirs des seigneurs démons lui étaient revenus,
et qu'il avait commencé à mener sa vie de bébé. Il avait accepté le nouveau nom que ses parents humains lui avaient redonné, Luru. Depuis qu'il est bébé, beaucoup de choses ont changé. Désormais, il pouvait aller seul à la bibliothèque et apprendre tout ce qui l'intéressait. De plus, il pouvait s'exercer plus librement à la magie sans craindre que sa famille ne le voie. Au début, Luru s'inquiétait de ne pas pouvoir utiliser pleinement la magie. Cependant, au bout d'un certain temps, à force d'entraînement, il a pu atteindre un assez bon niveau de maîtrise de la magie. Et ce n'était pas encore la limite. Il sentait qu'il pouvait aussi utiliser la magie à grande échelle, mais il ne pouvait pas encore la tester. Un sort de ce niveau pourrait facilement détruire un village entier, ce qu'il ne souhaitait évidemment pas. En plus de la magie, il a pu se rendre compte de quelques autres choses sur sa nouvelle vie et son nouveau monde. Il s'est avéré que plusieurs milliers d'années se sont écoulées depuis le jour où il a été vaincu par les héros. La guerre entre les humains et les démons n'était plus qu'un simple mythe, et plus personne ne se souvenait des détails. Il n'est donc pas surprenant que les choses soient très différentes aujourd'hui. Pendant que notre héros réfléchit, sa mère jette un coup d'œil dans sa chambre. Luru relisait souvent des livres contenant des mythes sur les démons, et sa mère n'était donc pas surprise qu'il ait ce livre entre les mains. Pour les hommes modernes, les démons existaient, mais plutôt en tant que créatures des mythes. Selon les légendes, ils avaient quitté ce monde et étaient désormais appelés anciens démons. Heureusement, sa famille n'était pas du tout opposée à ce qu'ils lisent sur les démons, car elle pensait qu'il était juste à l'âge où l'on est attiré par la fantaisie. Plus personne ne croyait à l'existence des démons. Mais cela ne concernait pas notre héros. Luru pensait qu'il devait encore y avoir des démons survivants dans le monde. Leur vitalité et leur longévité étaient bien supérieures à celles des humains. Il pensait donc qu'il était impossible de les détruire jusqu'au dernier. C'est pourquoi Luru avait un but, celui de trouver les démons. Mais pour l'instant, il était trop difficile de le réaliser car il n'avait que 7 ans et il ne pouvait même pas quitter le village librement. Tout ce qu'il pouvait faire pour l'instant, c'était de continuer à lire des livres et à pratiquer la magie. De plus, sa mère l'a informé que son père allait bientôt rentrer à la maison. D'après la lettre, c'était dans 2 semaines, ce qui signifiait qu'il recevrait probablement d'autres livres bientôt. Son père s'appelait Patrick Catus Nora. Il était l'instructeur d'épée du royaume des chevaliers de Léonard et le seigneur du village de Catus. C'était un homme bon, et Luru l'aimait beaucoup. Il attendait avec impatience son retour. Pour la première fois depuis longtemps, il allait pouvoir réapprendre le maniement de l'épée auprès de lui. À cause de la bonne nouvelle concernant son père, Luru a complètement oublié qu'il avait promis de jouer avec ses amis. Sa mère l'a immédiatement poussé dehors et lui a dit de se dépêcher. Mais même ainsi, il était un peu en retard. Tous ses amis s'étaient déjà rassemblés au lieu de rendez-vous et l'attendaient. Ils l'accueillirent avec des cris de joie. « Luru, tu es enfin arrivé. Tu es en retard. » Dès son arrivée, le garçon roux le réprimande pour son retard, car il avait prévenu notre héros de la réunion d'hier. Luru n'a eu d'autre choix que de s'excuser. Il a dit qu'il s'était couché trop tard en lisant un livre. Le garçon roux, qui s'appelait Rusty et qui était aussi le premier ami de notre héros, était le genre de garçon qui pensait que les garçons devaient consacrer leur vie à l'aventure. Que dire? Lui-même rêvait de devenir un aventurier. Mia, quant à elle, pensait que Rusty ne parlait que d'aventure. Après tout, il n'avait jamais réussi l'examen d'épée du fils de Patrick. Sans cela, personne ne le laisserait sortir du village. Rusty, bien qu'agacé, ne peut s'y opposer. Cependant, Mia ne disait pas cela par méchanceté. Elle s'inquiétait pour lui et ne voulait pas qu'il quitte le village. La deuxième fille de leur entreprise était Yuri. Contrairement à Mia, elle soutenait Rusty. Elle lui dit qu'il est important d'avoir un rêve et ajoute qu'elle croit qu'il va réussir. Ces trois-là sont les amis de notre héros depuis sa réincarnation. Bien que les choses n'aient pas toujours été faciles et qu'ils se soient parfois disputés, Luru peut affirmer avec certitude qu'ils sont amis. Il avait remarqué depuis un certain temps que les 2 filles avaient des sentiments pour Rusty, et c'est pourquoi elles ne voulaient pas qu'il quitte le village. Cependant, au lieu des 2 belles, il avait choisi une épée, un vrai Sigma. En fait, il ne s'en est pas rendu compte et a pensé qu'ils essayaient simplement de l'ennuyer. Notre héros se pose maintenant une autre question, à savoir pourquoi Rusty les a tous rassemblés ici aujourd'hui. Il n'en a pas expliqué la raison, mais son humeur joyeuse montrait clairement qu'il ne s'agissait pas d'une simple question de jeu. Luru ne s'est pas trompé dans ses suppositions. L'instant d'après, Rusty annonça avec enthousiasme que c'était aujourd'hui que les vrais aventuriers allaient arriver dans leur humble village. Tous les 3 furent très surpris, car les vrais aventuriers ne venaient que rarement dans un endroit aussi reculé. Yuri avait encore des doutes, car il pouvait s'agir d'un simple garde de commerce. Cependant, Rusty a immédiatement réfuté ses doutes. Selon lui, ce sont eux les vrais aventuriers. Les aventuriers de haut rang étaient vraiment puissants,
Et c'étaient eux qui ouvrirent la voie vers des terres inexplorées, bravant tous les dangers. Tout le monde comprend parfaitement pourquoi Rusty est si heureux et enthousiaste. Après tout, pour un garçon qui rêvait de devenir aventurier, leur apparition équivalait à l'arrivée au village d'un héros. C'est pourquoi il les avait tous rassemblés. Il allait rencontrer les aventuriers à l'entrée du village et leur demander beaucoup de choses. Toute leur troupe enthousiaste se précipite à l'entrée du village. À ce moment-là, une foule de gens s'était déjà rassemblée pour voir les vrais aventuriers. Mais à la grande déception de Rusty, personne ne s'est encore présenté. Malgré son grand désir de les voir le plus tôt possible, il est prêt à les attendre aussi longtemps qu'il le faudra. Pourtant, ne supportant pas l'attente, il se précipite à l'entrée même. Luru était un seigneur démon qui vivait depuis plusieurs centaines d'années, et il ne partageait pas particulièrement ses sentiments. Malgré tout, il était curieux de voir son ami se réjouir. Pour notre héros, le métier d'aventurier était nouveau. Il s'agit d'explorer des terres et de tuer des monstres. Ce n'était pas nécessaire auparavant, mais maintenant, les terres autrefois habitées étaient devenues, pour une raison ou une autre, abandonnées et pleines de dangers. Luru était curieux de savoir ce qui avait amené le monde dans cet état. Soudain, un cri de surprise interrompt ses réflexions. Il s'est avéré que la cause était un énorme tigre surgi de nulle part, et la première chose qu'il fit fut de se précipiter sur Rusty. Celui-ci se plaça devant tout le monde et regarda le monstre s'approcher de lui avec effroi. Voyant cela, Luru se prépara immédiatement à défendre son ami. Avec un monstre de ce niveau, il pouvait s'en sortir. Mais il n'eut pas le temps de faire quoi que ce soit. Il fut dépassé et soudain, une lumière verte et brillante apparut dans les airs. La raison de cette apparition était un elfe sorti de nulle part qui se mit immédiatement à réciter un sort. Le tigre fut immédiatement soulevé dans les airs par la lumière verte. Et dans les airs, un autre aventurier armé d'une énorme épée l'attendait déjà, qui, l'instant d'après, avait déjà tranché la tête de la créature d'un seul coup. C'était une apparition très spectaculaire, et même Luru était un peu surpris. Dès que le tigre est mort, son corps a immédiatement commencé à disparaître, s'évanouissant dans l'air. Rusty a été choqué de voir l'alambic assis sur le sol. L'aventurier lui demande s'il va bien. Tant d'événements incroyables qui sont arrivés à Rusty en si peu de temps l'ont laissé sans voix pendant un moment. Cependant, dès qu'il a repris ses esprits, il s'est levé d'un bond et a crié avec enthousiasme que c'était très cool et incroyable. Il était tellement heureux et excité qu'il a immédiatement oublié de les remercier de l'avoir sauvé. Au même moment, une aventurière elfe s'approcha d'eux et les salua joyeusement, disant qu'elle était heureuse que tout le monde aille bien. Son apparition a rendu les amis de Luru encore plus enthousiastes. Comme elle possédait une magie étonnante et des oreilles pointues, Rusty supposa qu'il s'agissait d'un esprit. Cependant, même s'il était proche, il se trompait encore. Elle s'appelait Umis et appartenait à une race d'elfes créée d'après les esprits. L'homme, quant à lui, se présenta sous le nom de Gran. C'était un aventurier, et ils voyageaient ensemble avec Umis depuis un certain temps. Observant la scène depuis la ligne de touche, Luru remarqua que les deux hommes étaient très habiles, car il n'avait jamais senti une telle puissance magique dans le village. Umis comprend d'un seul coup d'œil que Rusty, comme beaucoup d'autres enfants des villages, rêve de devenir un aventurier. En lui posant la question, elle a immédiatement eu la confirmation de son intuition. Gran est heureuse pour lui et lui dit que s'il veut devenir aussi fort qu'eux, il doit s'entraîner dur. Après avoir reçu la promesse de Rusty qu'il ferait de son mieux, Gran l'a félicité et lui a dit qu'il avait du potentiel. Il a également promis de raconter à Rusty des histoires d'aventure, juste après lui avoir montré où se trouvait l'auberge. En les observant, Mia et Yuri sont arrivés à la même conclusion. Les garçons sont tous les mêmes. Au même moment, Umis s'approche de notre héros. Elle a remarqué la façon dont les filles regardaient Rusty et a décidé de demander ce qui se passait entre elles. Luru répond qu'il s'agit d'un triangle amoureux typique entre eux et qu'il n'est qu'un observateur. Même si l'elfe était un peu surprise par cette réponse, elle lui conseilla de se dépêcher d'établir une relation avec des filles aussi gentilles avant que quelqu'un ne le devance. Luru, quant à elle, pensait que c'était un peu le mauvais conseil qu'elle devait donner à un enfant comme lui. Un sourire qui n'est pas du tout approprié pour un enfant de 7 ans, il a répondu qu'il se sentait beaucoup plus à l'aise en observant la scène depuis les coulisses. À ces mots, le visage de l'elfe se déforma. Elle ne put s'empêcher de remarquer qu'il avait d'étranges passe-temps. Luru ne pouvant s'y opposer, il décida de changer de sujet de conversation et lui proposa de l'accompagner jusqu'à l'auberge. Umis était tout à fait d'accord, car en chemin, ils ont été attaqués par des monstres. Et après un combat acharné, ils étaient bien fatigués. Le soir, l'unique taverne de la ville était très bruyante. Les villageois s'y enivraient toujours. Mais aujourd'hui, il y avait encore plus de monde que d'habitude. Même les enfants avaient le droit d'y assister en l'honneur d'un si grand événement.
Au centre de l'agitation se trouvait un couple d'aventuriers. Les gens ont pris plaisir à écouter leurs histoires fascinantes. Il y avait peu de divertissement dans le village, et l'un d'entre eux était les récits des voyageurs. Ces personnes étaient populaires ici. Leurs histoires consistaient en une série de problèmes et la façon dont ils s'en sortaient. Rusty était déjà devenu leur plus grand fan et écoutait chaque mot. Au bout d'un moment, l'un des hommes s'enquit du but de leur arrivée, car il avait entendu dire qu'ils étaient venus voir les ruines qui se trouvaient à la périphérie du village. Personne ne savait dans quel but ni quand elles avaient été construites. Les ruines étaient très anciennes et ne semblaient avoir rien de particulier. Mais Umis ne le pensait pas, car elle avait déjà vu des ruines similaires. Bien qu'elle n'ait pu trouver aucun indice concret, elle était certaine qu'ils avaient été construits par d'anciens démons. Gran était plus réaliste. Il était persuadé qu'il était très difficile de déterminer s'il avait vraiment été construit par des démons, car à cette époque, on ne disposait d'aucune information sur ces créatures. Notre héros était en phase avec Gran, car il y avait très peu d'archives et d'autres informations sur les démons. Mais grâce à sa propre expérience, Luru pouvait dire au premier coup d'œil s'ils appartenaient à d'anciens démons ou non. Le seul problème était qu'il ne pouvait rien prouver et qu'il ne pouvait pas confirmer ses paroles. Il était très triste de constater que la race des démons, autrefois majestueuse, n'était plus qu'un mythe. En même temps, Mia et Yuri ont pu apprendre que la plupart du temps, Gran ne faisait que chasser des monstres. Explorer des ruines et participer à des tournois n'étaient que des passe-temps. Luru ne pouvait s'empêcher d'être envieux en regardant ces deux-là. C'était exactement ce qui lui avait manqué dans sa vie passée. Ils exploraient et faisaient ce qu'ils aimaient sans s'attacher à quoi que ce soit en particulier. Ce sont de véritables aventuriers. En les observant, il peut dire avec certitude qu'ils s'amusent beaucoup au cours de ce voyage. Alors que notre héros réfléchit à cette question, un Rusty enthousiaste s'approche de Gran. Il admit qu'il avait été un peu paresseux à l'entraînement auparavant. Cependant, il promit solennellement qu'il ferait de son mieux à partir de maintenant et qu'il demanderait à être son disciple. À sa grande déception, Gran a refusé sans hésiter. Un refus aussi direct a immédiatement fait monter les larmes aux yeux de Rusty. Cependant, l'aventurier avait ses raisons de refuser. Le métier d'aventurier n'est pas seulement synonyme d'aventure. C'était très dangereux. Et en plus, pour le moment, il n'avait pas les moyens de s'occuper de lui jusqu'à ce qu'il devienne un aventurier adulte. Cependant, même dans ses mots, Rusty a vu de l'espoir. Il lui demanda avec espoir s'il pouvait le prendre comme disciple lorsqu'il grandirait et deviendrait un aventurier. En entendant cela, Gran éclata de rire. Il ne pouvait pas refuser une demande aussi gentille. Il a promis à Rusty qu'il serait son maître le moment venu. Il est difficile de dire à quel point Rusty était heureux et excité. Il a immédiatement remercié l'aimable aventurier à profusion. Luru est heureux pour son ami. Il a également remarqué qu'il était étonnamment doué pour convaincre les gens. Sa mère n'est pas sûre que sa déclaration selon laquelle il deviendrait un aventurier soit une bonne condition. Cependant, notre héros était sûr que Rusty s'en sortirait. Même son père a dit qu'il avait du potentiel. Bientôt, le patron de la taverne annonce qu'il est temps pour tous les enfants de rentrer chez eux. Il était également temps pour notre héros de partir. Il a appris beaucoup de choses nouvelles au cours de cette journée, et a également pu rencontrer des personnes intéressantes comme Gran et Yumi. Après avoir dit au revoir aux aventuriers, il attend avec impatience le moment où il voyagera à son tour à travers le monde. Sur le chemin du retour, il ne se souvenait plus de la dernière fois où leur village avait été aussi animé. Cependant, la solitude qui suit une fête amusante a tendance à revenir. Soudain, le silence est rompu par la voix de sa maman, qui se tourne vers lui. « Toi aussi, un jour. » Elle voulut dire quelque chose, mais se tut. Sans terminer, elle lui dit de l'ignorer et d'oublier ce qu'elle disait. Luru comprenait parfaitement ses sentiments et savait ce qu'elle voulait dire. Elle savait qu'un jour, le temps viendrait pour lui de quitter le village, et qu'à ce moment-là, ils auraient besoin de parler. Le lendemain matin a commencé tout à fait normalement. Chaque matin, Luru suit une règle. Quoi qu'il arrive, il est important de s'entraîner tous les jours. Manquer un jour, c'est en perdre 3. Cette règle s'appliquait non seulement aux compétences, mais aussi à la magie et aux arts martiaux. En fait, dans tous les domaines, et pas seulement dans les histoires fictives, la persévérance et la cohérence font toujours des merveilles. Luru y croyait aussi, et c'est pourquoi il s'entraînait tous les jours. Quand il était bébé, il ne pouvait pas contrôler complètement son corps, mais maintenant, il le pouvait. C'est ainsi qu'il pratiqua non seulement la magie, mais aussi les arts martiaux. Il prenait son petit déjeuner tôt le matin, prenait son déjeuner, puis partait loin du village, où il manipulait le mana et s'entraînait avec une épée en bois qu'il avait fabriquée lui-même. Les techniques qu'il pratiquait étaient celles qu'il avait déjà apprises auparavant. Son père, Patrick, l'avait formé au style d'épée des humains, mais son corps pouvait passer aux techniques démoniaques si nécessaire.
Son père était un chevalier, et un assez bon chevalier de surcroît, et il pouvait facilement voir de quoi son adversaire était capable. Et si Luru utilisait les compétences du seigneur démon lors d'un combat d'entraînement, son père se rendrait certainement compte que quelque chose ne va pas. Luru s'était également entraîné pour pouvoir utiliser à la fois le style humain et le style démoniaque. Il n'allait utiliser cet atout que dans des situations extrêmes. Alors que le fils commençait déjà à se coucher, il rentrait chez lui comme d'habitude. Mais cette fois-ci, il remarqua que le village était plus animé que d'habitude. Les femmes sont inquiètes, et les hommes font des allers-retours. Ils essaient de comprendre ce qui se passe. Luru se dirigea vers le père et la mère de Rusty, qui avaient l'air particulièrement inquiets. En le voyant, la femme lui a immédiatement demandé où il était et s'il avait vu les autres. Après avoir reçu une réponse négative, elle a commencé à avoir l'air encore plus effrayée et désespérée. La raison de cette réaction était simple. Rusty, Mia et Yuri avaient disparu quelque part. Lady avait l'air si effrayée en disant à Luru que Rusty et les autres avaient disparu. Luru n'en revenait pas. Au vu de sa réaction, la dame en conclut qu'il ne voit pas non plus Rusty. Selon elle, elle n'a pas trouvé les enfants depuis ce matin, et elle se souvient que ses enfants ne voulaient pas quitter la taverne hier. Elle en conclut donc que les enfants sont sortis sans demander la permission. Luru a reconnu que c'était possible. Il se remémora soigneusement la conversation d'hier, et il se souvint que Yumi avait mentionné qu'elle se rendrait à une ruine proche de ce village. Luru n'y est jamais allé, mais il en conclut qu'il doit se trouver dans la direction opposée, à partir de leur village. Il s'enfuit alors en informant la dame qu'il partira à la recherche de ses amis. La dame lui a rappelé qu'il ne fallait pas aller dans un endroit dangereux, et il a simplement répondu qu'il ferait de son mieux. Mais sa priorité absolue est la sécurité des enfants. Alors il veut aller aussi loin que nécessaire, car ses enfants sont les premiers amis qu'il s'est fait en tant qu'humain. Lorsqu'il retourne dans la forêt, tout près du village, il trouve instantanément celle de Yumi. Il la regarde fixement, et elle l'a également vue de manière choquante. Elle lui ordonne de rester en arrière, et elle a commencé à lancer ses pouvoirs magiques pour créer une barrière autour du village. Mais Luru lui demande d'arrêter. Il informe Yumis que Rusty et les autres enfants ont disparu. Yumis est choqué en l'entendant. Luru dit alors que ses amis n'étaient probablement pas dans le village, et que les gens disaient qu'ils étaient peut-être allés dans la ruine. Il voulait demander à Yumi et à quelques adultes d'aller dans la ruine. Mais Yumi a soudain tressailli et s'est excusée, puisqu'elle ne pouvait plus arrêter le jet à ce moment-là. L'arcane du mur mystique fut activé, et la barrière les empêcherait de quitter le village, jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Luru lui demande pourquoi elle l'a activée, et elle lui répond qu'il doit comprendre qu'elle doit protéger les gens du village. Yumi était sur le point d'en dire plus, mais quelque chose les dérangeait. C'était une machine magique, et d'après celle de Yumi, ces créatures sont sorties de la ruine. Plusieurs de ces machines ont volé dans le village. C'est pourquoi elle s'est précipitée dans cette zone pour faire barrage à tout ce qui se passait. Luru savait que les choses allaient mal. Il en déduit également que les pieds de la machine magique sont en fait des canons magiques. De plus, il savait qu'il s'agissait d'une arme magique fabriquée par les démons pour tuer les humains. La machine magique a commencé à attaquer le village, mais grâce à la barrière de Yumi, l'endroit était sûr. Mais les gens étaient effrayés, comme prévu. Ce qui l'inquiétait, c'était que ces créatures puissent voler vers les villages ou les villes proches pour attaquer les gens sans défense. Comme pour Yumi, la ruine elle-même n'était pas si étrange. Alors qu'ils étaient sur le point de retourner au village, le mur de la ruine s'est effondré, et Grand devait encore se battre contre la grande machine magique jusqu'à ce moment-là. Grâce à sa déclaration, Luru était sûr que les machines magiques étaient piégées dans la ruine. Une chose dont il est sûr, c'est qu'il doit y avoir un dispositif qui contrôle ces machines. Il a ensuite informé Yumis qu'il devait se rendre quelque part immédiatement. Yumi était choquée et inquiète pour lui. Elle s'excuse car elle n'a pas l'intention d'annuler la barrière quoi qu'il arrive. De plus, elle a dit à Luru qu'il ne pouvait rien faire puisqu'il n'était qu'un enfant. De plus, elle seule, en tant que lanceuse de sorts, peut décider si quelqu'un est autorisé à passer ou non. Elle a ordonné à Luru de rentrer chez lui, mais Luru était trop borné. Il toucha la barrière à main nue et son pouvoir apparut. Il réussit à dégager sa main de la barrière, et en voyant ce qu'il vient de faire, Yumi est choquée car elle n'a jamais permis à Luru de passer la barrière. Luru la regarda et dit « Je suis désolé, mais je vais devoir réécrire cette équation magique. Ainsi, cette barrière m'appartiendra également. » Yumi était confuse, sachant que personne ne peut réécrire la magie de quelqu'un d'autre. Pourtant, Luru passa la barrière, ce qui étonna le plus Yumi. Avant de se rendre à la ruine, Luru informa Yumis qu'il était un peu inquiet de la puissance de sa barrière. Alors il l'améliora un peu et la créa à partir du mana de Yumi.
Je compte sur toi, je vais retrouver Rusty et les autres, dit-il, puis s'enfuit du village en direction de la ruine. Yumi a crié pour lui demander d'arrêter, mais il ne l'a pas écouté. Après son départ, Yumi était perplexe car elle ne s'attendait pas à ce que Luru ait un talent pour la magie. Pendant ce temps, Luru arrive à la ruine. À ce moment-là, Gran et les enfants se trouvaient toujours dans les ruines, entourés de machines magiques. Il a informé les enfants que ces monstres sont activés, mais qu'ils n'attaqueront pas. Cependant, il est possible que ces monstres réagissent à des cibles en mouvement. Il a donc demandé aux enfants de ne pas bouger jusqu'à ce qu'ils donnent le signal. Comme prévu, Rusty, Mei et Yuri sont morts de peur. Gran a informé les enfants qu'ils ne pouvaient rien faire à ce rythme. Luru s'est soudain approché d'eux et a appelé Gran. Cette dernière est choquée par la présence de Luru. Il demande à Luru pourquoi il est venu et ce qui est arrivé à Yumi. Luru l'informe alors que Yumi se trouvait au village et qu'elle y avait érigé une barrière pour protéger les gens qui s'y trouvaient. Gran lui en veut de venir et lui ordonne de se cacher derrière lui avec ses amis. Luru était heureux de voir que tout le monde allait bien. Il regarda les adversaires de Gran. Il savait que ces monstres étaient appelés rupes gigantes, construits à l'origine pour le travail civil. Ils étaient parfois utilisés comme combattants dans des situations d'urgence, mais il était également certain que lui seul pouvait arrêter ces titans. De plus, il ne veut pas reculer et laisser Gran se battre seul. L'abysse canon qui volait vers le village a une attaque très précise, et il en conclut que ces titans ont probablement le même objectif et qu'ils allaient attaquer à cette distance. Il se dirige vers les titans alors que Gran lui dit d'arrêter, mais il ne l'a pas écouté, bien que Gran l'ait supplié. Ses amis s'inquiétaient également pour lui et lui demandaient d'arrêter ce qu'il faisait, car les gigantes sont dangereuses. Luru les a légèrement regardés et leur a dit de ne pas s'inquiéter car il allait bien. Il a également dit à Gran qu'il comptait sur lui. Il se rapproche du monstre, et les yeux du monstre ont brillé dès qu'il l'a vu. Luru reste calme. Il s'arrêta de marcher, attendant que Gigante l'attaque, mais elle ne le fit pas et se contenta de le fixer. Il proclame alors que la zone où il se trouve est la limite. Il en déduit que tant que lui et les autres ne sont pas proches de la ruine, Gigantès ne les attaquera pas. Gran a alors dit que le travail de ces créatures pourrait être de protéger la ruine. Luru était d'accord avec Gran, mais il ne voyait pas pourquoi les gigantes étaient les protecteurs de la ruine. Il fixait la ruine et il était sûr qu'il n'avait aucun souvenir de la construction de cette ruine. Donc il pensait qu'elle avait probablement été construite après sa mort. Il a dit à Gran qu'il avait besoin d'aller à l'intérieur pour vérifier quelque chose. Comme prévu, Gran ne l'a pas autorisé à aller plus loin. « Je ne vous laisserai pas risquer votre vie. De plus, c'est nous qui sommes responsables de cet incident. Restez silencieux et venez ici, dit Gran. Tout comme Yumi, il pense que Luru n'a pas la force de se battre, sachant qu'il n'était qu'un enfant. Donc tu dis que ça devrait aller tant que je suis assez forte, n'est-ce pas ? Demanda Luru. Il a déclaré avec assurance que toute personne vraiment capable peut entrer dans la ruine. Gran lui dit qu'il a raison, et Luru court immédiatement vers la ruine tandis que Gran lui demande de revenir. Il courut tout droit vers l'entrée de la ruine, et Gigantès l'a détecté. Les titans ont alors levé leur épée, prévoyant d'attaquer Luru. Mais Luru a sauté si haut avec l'aide de la magie qu'il possédait. Il a serré le poing, et a donné un violent coup de poing à l'un des titans. Grand-mère et les 3 autres enfants ont été stupéfaits de voir sa force. Luru atterrit sur le sol. Les 2 titans le regardent fixement. Luru les regarde en souriant. Un titan voulut l'attaquer, mais il bloqua facilement son arme à main nue. Il a ensuite tiré l'arme du titan et l'a fait pivoter vers les titans. Il détruisit complètement les 2 titans restants sans la moindre hésitation. Gran est choqué. Luru l'a ensuite regardé et lui a demandé si ses compétences étaient suffisantes pour accomplir une tâche. Gran n'avait plus de mots. Finalement, il autorisa Luru à pénétrer dans la ruine, mais à certaines conditions. Il préfère que lui ou Yumi entre également dans la ruine avec Luru pour s'assurer qu'il sera en sécurité. D'après lui, la ruine est une découverte importante. Il sera donc difficile d'y pénétrer plus tard si seul un enfant y entre. Pour l'instant, il va renvoyer les 3 enfants au village et retourner à la ruine dès que possible. Il espérait que Luru ne s'enfoncerait pas plus loin tout seul. S'il parvenait à arrêter les machines à l'intérieur de la ruine, il donna à Luru l'option de retourner avec lui au village immédiatement ou d'attendre qu'il revienne. Luru répondit alors que cela lui convenait s'il renvoyait d'abord les enfants. Il a ensuite dit à ses amis de prendre soin d'eux sur le chemin du retour. Rusty lui a alors promis et a dit qu'il comprenait qu'il ne pouvait pas suivre Luru après tout. D'un autre côté, Mia a admis qu'ils avaient causé des problèmes, et Yuri s'est excusé en espérant que Luru prendrait également soin d'eux.
Ils ont ensuite quitté la ruine tandis que Luru leur faisait un signe d'adieu. Une fois que les enfants et Gran ont disparu de son site, il se retourne vers l'entrée de la ruine et décide d'attendre Gran à l'intérieur. En entrant, il trouva la machine utilisée pour contrôler les créatures qui attaquèrent le village. Il a essayé de la contrôler et a cherché des informations, et a découvert qu'il n'y avait plus de machine d'attaque à distance. Il s'est avéré que les machines à l'extérieur de la ruine se concentraient uniquement sur la défense. Il conclut ensuite que cette ruine a peut-être été construite pour préserver quelque chose. Il semble également y avoir une grande pièce à l'intérieur de la ruine, et Luru a l'intention de l'inspecter cet instant. Mais il se souvient que Gran lui a dit d'attendre qu'il revienne. Il a promis et ne veut pas gâcher cette promesse. Après tout, il attendait Gran dans le couloir, appuyé sur le mur, et à cause du bruit ambiant, il craint de se rappeler le temps qu'il a passé dans un bâtiment similaire. À l'époque, avec beaucoup d'amis, tout le monde, y compris lui, était très animé. Il se sentait si triste. Mais heureusement, Mamie est revenue et l'a appelé. Elle s'est excusée d'être arrivée en retard et a remarqué de la tristesse dans ses yeux. Luru sourit légèrement et ment en disant qu'il va bien. Il s'est ensuite levé et a expliqué qu'il faisait un peu froid à l'intérieur des ruines. C'est pourquoi il s'est appuyé sur le mur pendant un moment. Gran accepta alors puisqu'ils étaient encore sous terre cette fois-ci. Luru demanda si les machines magiques s'étaient déjà arrêtées. Gran répondit alors joyeusement que tout s'était parfaitement arrêté. Il sait que c'est grâce à Luru, alors il lui demande comment il a fait. Luru a alors menti en disant qu'il avait touché des objets au hasard. Gran rappelle alors à Luru que Yumis lui en veut d'avoir perturbé sa barrière. Luru dit alors que tout ira bien puisqu'il n'a qu'à réécrire le sort. Avez-vous une idée de la difficulté qu'il y a à réécrire un sort? Même un magicien digne de ce nom mettrait plusieurs minutes à le faire. Yumis est un magicien de haut niveau, tu sais, déclara Gran. Luru se contenta de l'écouter, mais il pensait vraiment que la réécriture du sort serait si rapide pour Yumis en tant que propriétaire de la barrière. Il se demanda alors si la technique de réécriture existait encore de nos jours. Je lèverai la barrière une fois que nous serons rentrés au village. Mais surtout, il semble qu'il y ait une pièce plus loin. Allons-y pour voir, déclara-t-il. Au bout de quelques minutes, ils arrivent dans la chambre. Luru mentionna que la porte était haute et qu'il y avait différentes couleurs imprimées dessus. Ils restèrent immobiles pendant 1 minute, se demandant si cette porte faisait partie de la ruine. Gran s'est alors efforcé d'ouvrir la porte, mais il a eu du mal à le faire car elle ne semblait pas vouloir s'ouvrir. Selon lui, les portes des ruines sont censées s'ouvrir lorsque certaines conditions sont remplies. Il dit alors à Luru qu'il y a peut-être des conditions qu'il a trouvées plus tôt dans la machine pour ouvrir la porte, mais pour autant que Luru s'en souvienne, il n'y a pas de telle fonction. De plus, retourner à la machine serait une source de tracas. Il a touché la porte en disant qu'il y avait peut-être un autre moyen de l'ouvrir. Lorsqu'il a touché la porte, il a senti une vague magique qui a été lancée, et il y a une confirmation d'énergie de sa part. Il entend alors une voix proclamer que la personne qui se trouve à l'extérieur de la porte et Luru avait affronté l'Uruslianor, le roi des démons. « Voulez-vous déverrouiller le cadenas » demanda la voix. Notre héros s'étonne que le système ait pu le reconnaître comme un seigneur démon. L'instant d'après, le cristal brille, et la porte a commencé à s'ouvrir. La situation était très étrange, mais comme la porte était déjà ouverte, nos héros ont décidé d'entrer. À l'intérieur se trouvait une pièce spacieuse, surmontée d'un plafond hémisphérique. Au centre de la pièce se trouvait un récipient cylindrique en matériaux transparents. En voyant cela, Luru se souvint immédiatement qu'il s'agissait d'une capsule destinée à un long sommeil. Même si leur race perdait, ils auraient encore une chance de la préserver. Luru était mort prématurément, sans jamais savoir si les recherches avaient abouti ou non. Et maintenant, l'espoir de tous les démons était devant lui. Y avait-il quelqu'un à l'intérieur? Pourrait-il rencontrer son vieil ami? Luru, tout excité, est attiré par la capsule. Tout ce qu'il voulait à ce moment-là, c'était qu'il y ait quelqu'un. Soulagé, il jette un coup d'œil dans la capsule. À l'intérieur de la capsule transparente, une belle jeune fille dormait à perdre haleine. Luru reconnut d'un coup d'œil qu'il s'agissait d'Iris. C'est d'elle qu'il se souvient lorsqu'il a combattu l'héroïne. Il se souvenait de son visage lorsqu'il regrettait de ne pas lui avoir souhaité un bon anniversaire. Après 1000 ans de séparation, il a enfin pu la retrouver. Gran, quant à elle, ne comprenait pas vraiment ce qui se passait, ni pourquoi il y avait un humain dans la capsule. Heureusement, les gens de l'époque ne connaissaient pas la particularité des démons, ce qui permit à Gran de la prendre pour une humaine normale. Luru n'a d'autre choix que de faire semblant de ne rien savoir non plus. Il suggéra à l'aventurier d'ouvrir et de vérifier l'état de la jeune fille. Comme c'était la première fois que Gran était confronté à une telle situation et qu'il ne savait pas comment ouvrir la capsule, notre héros a dû prendre les choses en main. Fort de l'expérience acquise lors de l'ouverture de la porte, il a tendu la main comme à l'époque.
Comme Luru s'y attendait, il entendit à nouveau la voix. Il a immédiatement ordonné au système d'arrêter le dispositif de sommeil prolongé. L'appareil obéit instantanément à son ordre et s'éteint. Le visage pâle d'Iris se couvre à nouveau de rougeur. Elle n'avait pas bougé et n'avait pas respiré, mais on pouvait maintenant voir sa poitrine se soulever et s'abaisser. Elle était en vie, et c'était l'essentiel. Luru ne sait pas combien de temps s'est écoulé depuis leur dernière rencontre, mais la voir de près lui donne un sentiment de nostalgie. Des souvenirs ont commencé à surgir dans son esprit. Le visage heureux de son ami qui a eu un bébé, son doux sourire et le temps qu'ils passaient ensemble. Ce sont des moments qu'il chérit. Une ligne horizontale est apparue sur la capsule, et au bout d'un moment, le couvercle s'est ouvert, puis Iris a ouvert les yeux, lentement et solennellement. Ce beau spectacle fascine Luru et Gran. Mais cela n'a duré qu'un instant. L'instant d'après, la jeune fille a regardé Gran. C'était un guerrier expérimenté, et il comprit immédiatement que les choses allaient à haute mal. Il cria immédiatement à Luru de faire attention, car elle était dangereuse. Cependant, l'instant d'après, il s'est envolé et a heurté le mur. Luru, qui n'a pas compris ce qui se passe, regarde Iris avec perplexité. Cependant, devant lui, ce n'était pas la gentille fille qu'il connaissait auparavant. Devant lui se trouvait un véritable démon dont le but était de tuer des gens. Notre héros se souvient qu'il est désormais un humain. Et comme nous le savons, les humains et les démons n'étaient pas destinés à vivre en paix. Les yeux rouges d'Iris brûlaient de haine et de colère, et sa voix était aussi froide que la glace. Les humains doivent mourir. À ce moment-là, Luru réalisa une chose. Ils étaient désormais ennemis. Après avoir mené une vie humaine paisible pendant 7 ans, Luru avait perdu la vigilance qu'il avait à l'époque où il était un seigneur démon. L'instant d'après, Iris l'avait déjà attaqué sans la moindre hésitation. L'Iris que Luru connaissait ne possédait pas un tel pouvoir. Elle n'était qu'une petite fille. Hermana ne faisait que grandir, et le maniement de la magie n'était qu'une question d'années futures. Un coup direct d'une telle attaque signifiait une mort certaine. Iris se dit que tout est fini et qu'elle a réussi à tuer un humain. Un sourire triste se dessina sur son visage. Elle murmura à voix basse qu'elle se vengerait de Jizama, comme elle appelait l'ancien roi des démons. Mais soudain, ses yeux s'écarquillèrent de surprise. La raison en était que le garçon qui aurait dû être mort après son attaque était vivant. De plus, il avait sa magie en main. Ses attaques étaient puissantes, mais pas pour un seigneur démon réincarné. Luru se rendit compte qu'Iris avait bien appris à contrôler son pouvoir. Profitant de sa magie comme de la sienne, il la divisa en 4 parties. Jonglant avec les 4 sphères de mana, Luru se plongea dans l'époque où il était un seigneur démon. Le seigneur des démons avait l'habitude de rendre visite aux petits démons qui avaient perdu leurs parents et de jouer avec eux. Les jeux étaient à la fois inutiles et stimulants. La bataille de balles magiques était comparable à un jeu de boules de neige. Tout cela avait pour but de développer leurs compétences et de protéger leur vie pendant la guerre. Iris regardait, les yeux écarquillés, le jeu de balles magiques de Luru. Les gens ne devraient pas être au courant, et même s'ils l'étaient, ce n'est pas quelque chose que l'on peut apprendre en quelques jours. D'ailleurs, en ce moment même, il y avait déjà plus d'une douzaine de balles magiques dans les mains de Luru. Et ce n'était pas seulement la quantité, mais aussi la vitesse. Elle volait sans se toucher. Tous les démons n'en étaient pas capables. Iris n'en connaissait qu'un seul. Mon oncle, la voix fine qui sortait de sa poitrine était pleine de confiance. Luru se rendit compte qu'il ne correspondait pas à l'apparence du seigneur démon et laissa échapper son habituel sourire cynique. « Iris, l'oncle est là !» Iris s'en souvient, elle ouvre les yeux, surprise, et des larmes coulent de ses yeux. Elle s'est immédiatement précipitée sur notre héros et s'est accrochée à lui, comme si elle ne voulait plus jamais le lâcher. Luru lui caressa la tête d'une manière apaisante. Il comprenait ce qu'elle ressentait, car elle lui avait manqué pendant tout ce temps. Cependant, il n'avait pas l'habitude d'être aussi grand qu'elle. Ensuite, il a jeté un coup d'œil à Gran. Armor avait pris des coups, mais il n'était pas mort et ne semblait même pas gravement blessé. S'apercevant qu'il n'a fait que perdre connaissance, Luru pousse un soupir de soulagement. La puissance de la balle magique qu'elle avait utilisée plus tôt était presque la même que celle d'un soldat. Notre héroïne se souvenait que sa magie n'était pas si avancée dans le passé. De ce point de vue, elle avait bel et bien changé. Mais quelle que soit sa puissance, elle reste une enfant, et ses larmes de joie en sont la preuve. En la voyant ainsi, Luru se mit à rire. Iris a immédiatement fait la moue, et a commencé à parler à contre-cœur de la façon dont elle a vécu sa vie en voulant le venger. Cependant, lorsqu'elle s'est calmée et a finalement repris ses esprits, elle a remarqué que son oncle avait changé du tout au tout. Son corps et sa voix avaient complètement changé, si bien qu'elle ne le reconnaissait que par sa maîtrise de la magie. Pendant tout ce temps, elle l'a cru mort, et maintenant qu'il est devant elle,
elle se pose un tas de questions. L'Uru ne pouvait pas tout expliquer d'un coup, il a donc promis de tout lui expliquer un peu plus tard. Reportant son attention sur Gran, Iris se demande s'il va bien. Notre héroïne lui assure qu'il est juste inconscient, mais ajoute qu'elle devra s'excuser auprès de lui plus tard. Il a suggéré que son inconscience était un accident. L'Uru ayant beaucoup de questions à poser à Iris, il lui propose de lui parler jusqu'à ce que Gran reprenne conscience. Iris avait aussi beaucoup de choses à demander, elle a donc accepté avec plaisir. L'Uru savait bien qu'il ne ressemblait pas du tout à l'ancien seigneur démon Larusli à Nord. Aussi, avant d'entamer leur conversation, il demanda si Iris croyait vraiment que c'était lui. Cependant, à sa grande surprise, elle n'en doutait pas un seul instant. L'Uru est très surpris car il ne pensait pas qu'elle le croirait inconditionnellement. Lorsqu'il lui a demandé comment elle s'en était rendue compte, Iris a répondu que c'était parce qu'il jouait avec des balles magiques. Un seul démon pouvait contrôler une telle quantité de mana, et c'était Laruslianord. Notre héros n'en revenait toujours pas, car selon lui, son père pouvait faire à peu près la même chose. De plus, son nouveau corps n'était pas encore développé et ne pouvait pas déployer toute sa puissance. Cependant, Iris réfute cette affirmation. Son père, sous le nom de Taznola, était un homme plutôt rude, et il lui était difficile d'exercer un contrôle aussi minutieux. Le grand-père Mythos pouvait le faire, mais il ne s'intéressait à rien d'autre qu'à la recherche. Quant à sa sœur aînée Renée, elle ne s'intéressait qu'à la destruction avec d'énormes quantités de mana. Il comprenait ce qu'Iris essayait de lui faire comprendre. Mythos était un savant fou, et Renée voulait faire exploser les choses avec une magie puissante, comme l'Uru s'en souvenait. Ces souvenirs ont presque fait couler les larmes de nos héros. Ils lui avaient tous deux causé des ennuis à l'époque. Mais malgré cela, il les aimait beaucoup. Le voyant ainsi, Iris s'excusa d'avoir entamé une conversation qui n'était peut-être pas des plus agréables pour lui. Cependant, l'Uru répondit que grâce à elle, il pouvait se souvenir de beaucoup de bonnes choses. Revenant au sujet principal de la conversation, Iris demande pourquoi il est dans un corps humain. Elle était curieuse de savoir ce qui s'était passé. L'Uru se demande comment il va pouvoir lui expliquer tout cela. Il savait que dans le passé, Iris n'était pas un démon qui haïssait les humains de tout son cœur. Il s'agissait de races en guerre, et elle n'avait pas de bons sentiments à leur égard. Cependant, l'expression qu'il avait vue sur son visage lors de son réveil indiquait clairement qu'elle détestait les humains. L'Uru ne voulant pas prendre trop de temps pour s'expliquer, il répondit simplement qu'il était né de nouveau. La jeune fille ouvrit de grands yeux et regarda l'Uru avec stupéfaction. Mais la surprise n'était pas due au fait qu'elle avait entendu quelque chose d'impossible, mais au fait qu'on lui avait soudain dit quelque chose de très joyeux. Iris inspira lentement et posa la question. Donc, après sa mort, l'oncle est redevenu humain au bout d'un certain temps? L'Uru a répondu par l'affirmative. Il avait maintenant une famille humaine qu'il aimait beaucoup. Ce sont de bonnes personnes. Même s'il se rendait compte qu'Iris pourrait commencer à s'opposer, il l'a quand même dit. Cependant, contrairement à ses attentes, Iris s'est déclarée heureuse de ce qu'elle a entendu. S'il était heureux dans sa vie avec les gens, alors elle n'avait plus de raison de voir les gens comme des ennemis. Elle a admis qu'après sa mort, son cœur avait été rempli d'un désir de vengeance. En conséquence, elle était devenue très violente. En entendant cela, l'Uru se figea sous le choc. Il avait du mal à croire ce qu'elle disait. Voyant sa réaction, Iris a immédiatement dit, paniquée, qu'elle n'avait rien fait d'horrible à sa connaissance. Par exemple, elle a rassemblé des démons criminels pour vaincre une armée d'humains, ou s'est introduit dans une tente militaire et a laissé une note au chevet de l'officier disant « Nous pouvons vous tuer à tout moment ». Pour l'Uru, c'était déjà suffisant. Mais il ne voulait pas compliquer les choses davantage, alors il décida de changer de sujet. En se basant sur le fait qu'elle a continué à affronter les humains, même après sa mort, l'Uru a conclu que les démons n'avaient pas été complètement détruits. C'était étrange, car il pensait que les humains auraient lancé une chasse aux démons à grande échelle pour les exterminer. Cependant, ces hypothèses ne sont pas très éloignées de ce qui s'est réellement passé. Iris lui raconta tristement qu'après sa mort, l'Église avait envoyé des chevaliers sacrés pour les exterminer. Si cela continuait, la race des démons disparaîtrait purement et simplement. Ces paroles surprirent l'Uru. Les humains étaient unis dans leur haine des démons. Mais alors pourquoi ne continuaient-ils pas leur chasse? Iris a poursuivi en disant qu'ils ne pouvaient tout simplement pas continuer. Après sa mort, les forces du peuple se sont divisées en deux. D'un côté, l'Église, de l'autre, le héros qui l'a tué. Notre héros a été choqué par ce qu'il a entendu. Les graines qu'il a plantées avant sa mort ont porté leurs fruits. L'héroïne a en fait tenu sa promesse, ce qui a entraîné une scission dans la race humaine. Il était plutôt ironique que l'héroïne qui avait tué le seigneur démon ait sauvé une espèce de démon. Cependant, Iris elle-même ne sait rien de ce qui s'est passé par la suite.
Au cours d'une des bagarres, quelqu'un l'a soudainement attrapée. La dernière chose dont elle se souvient, c'est de s'être endormie dans une capsule de sommeil profond. Et c'est alors qu'elle l'a rencontré. Luru est surprise que quelqu'un ait pu l'attraper sans subir de dégâts. Même en regardant de plus près, Iris n'a pas pu reconnaître l'inconnu. Mais elle a deviné à sa silhouette et à son odeur qu'il s'agissait d'une femme. Iris ne sait pas quelles sont ses motivations, mais elle lui en est reconnaissante. Pour l'instant, elle pouvait enfin rencontrer son oncle. Luru pouvait sentir les fortes émotions dans sa voix, ce qui l'empêche de rester indifférent. Iris était incroyablement reconnaissante du temps qu'il passait avec elle. Même s'il avait toujours beaucoup de travail, il trouvait toujours le temps de jouer avec elle. Mais ce jour fatidique a tout changé. Quand elle a appris sa mort, elle pensait qu'elle ne pourrait plus jamais le revoir. Mais cette fois, elle ne voulait plus jamais le laisser partir. Elle ne voulait pas que cela se reproduise. Luru se sent coupable devant elle. Mais maintenant qu'il a une seconde chance, il est sûr que cela ne se reproduira plus. Iris s'en réjouit. Mais il lui restait à savoir quel poste il occupait et si les autres démons savaient qu'il était né de nouveau. Il était difficile pour Luru d'obtenir quoi que ce soit de lui-même à ce moment-là, mais il devait lui parler de la situation. Le cœur lourd, il lui expliqua qu'il vivait à une époque où la race des démons n'existait plus. Des milliers d'années s'étaient écoulées depuis qu'ils avaient vécu. Tout avait changé. Iris a du mal à le croire, mais elle est capable de l'accepter. La réalité est cruelle. Elle l'avait compris bien après la mort de son oncle. Cependant, Luru n'avait pas perdu l'espoir qu'il y ait des démons survivants, même s'ils étaient appelés démons anciens et étaient considérés comme des personnages de mythe. Il était difficile pour Iris de réaliser que tous ses amis et démons n'étaient plus que la fiction de quelqu'un d'autre. Elle n'était pas préparée à une nouvelle aussi inattendue, mais après avoir vécu tant de séparations d'êtres chers, elle commençait à s'y habituer. Luru a été peinée de réaliser qu'un enfant de 10 ans ait eu à subir tant de souffrances. Cela ne serait pas arrivé s'il avait pu les protéger, mais il n'y avait pas de retour en arrière possible, et il le savait. Tout ce qu'il pouvait faire maintenant, c'était s'excuser. C'était sa faute, et il était en colère contre lui-même. Cependant, Iris ne songe pas à lui faire des reproches. En souriant doucement, elle répondit que c'était bien. Elle savait qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait. Sans son aide, les démons n'auraient pas tenu aussi longtemps. De plus, il était l'espoir de tous les démons et d'elle-même. C'est pourquoi elle allait bien maintenant. Luru se rend compte qu'Iris est devenue très intelligente et gentille. Mais Iris s'inquiétait tout de même de savoir si les gens allaient l'attraper en la voyant. Notre héroïne lui a répondu qu'elle n'avait pas à s'inquiéter de cela. Il explique que l'aventurier qu'elle a attaqué ne s'est pas rendu compte qu'elle était un démon. Les démons n'ayant pas été vus depuis de nombreuses années, les hommes modernes ne savaient pas à quoi ils ressemblaient. La question raciale étant réglée, il ne reste plus qu'à décider où Iris va vivre. Luru ne voit pas d'autre solution que de parler à ses parents et de leur demander de l'accueillir. Pendant qu'il discutait de cette question, Gran a eu le temps de reprendre ses esprits. Dès qu'il a vu la fille qui parlait gentiment à Luru, il se souvient immédiatement du moment où elle est sortie de la capsule et l'a attaquée. Il saisit immédiatement son épée et se mit en position de combat. Perplexe, il demanda à Luru ce qui se passait et pourquoi il parlait à la fille qui essayait de les tuer. Luru a répondu qu'il s'agissait d'un malentendu et qu'elle n'attaquerait plus. Gran vit que la jeune fille n'était plus aussi désireuse de tuer, et il abaissa son épée. Cependant, l'aventurier se demandait toujours pourquoi elle l'avait attaqué. Iris a répondu, avec des regrets dans la voix, qu'elle s'était trompée de personne, pour un ennemi de quelqu'un d'important pour elle. Elle s'est excusée, disant qu'elle était vraiment désolée pour ses actions. Gran s'étonne qu'un enfant de cet âge ait déjà un ennemi. Il n'était plus surpris par les prouesses magiques de la jeune femme. Le monde est vraiment cruel. Gran ne s'est pas offusqué et a dit qu'il considérerait cela comme un accident. C'était vraiment quelqu'un de bien, ont pensé Iris et Luru à ce moment-là. Comme tout s'est terminé pacifiquement, Gran a proposé de retourner au village. Mais avant de le faire, il demande ce que la fille fait ici. Luru répondit qu'elle était probablement tombée dans un piège ennemi, mais qu'il était presque impossible de déterminer depuis combien de temps elle était ici. Comme elle n'avait probablement plus de parents, il se dit qu'elle pouvait rester au village pour le moment. Heureusement, Gran était un homme crédule et croyait tout ce que disait notre héros. Il a accepté d'emmener Iris au village, car si elle allait en ville, elle finirait probablement dans les bidonvilles. Après avoir réglé la situation, ils se dirigèrent enfin vers la sortie des ruines. Cependant, même après avoir quitté les ruines, Gran se demandait encore s'il s'agissait vraiment de ruines construites par d'anciens démons. Luru ne pouvait pas prouver la véracité de cette affirmation, mais il était sûr qu'ils étaient clairement liés à la race démoniaque. Iris en est la preuve directe, et c'est grâce à eux qu'il a pu la retrouver. Jusqu'à présent, il avait porté seul le fardeau de la vérité sur sa vie passée.
Mais aujourd'hui, il est libre d'en parler avec son seul compagnon encore en vie. En ce moment, avec Iris, ils étaient dans le même bac. En y pensant, Luru la fixa inconsciemment. Remarquant son regard, Iris sourit d'un air entendu. C'est ainsi que Luru, médusé, a fini par reprendre ses esprits. Au même moment, Gran les appelle. Puisque Yumi n'est pas avec eux, il propose qu'ils l'emmènent avec eux et qu'ils explorent ensemble les moindres recoins des ruines. Pour lui, ces ruines sont une découverte importante. Luru lui fait remarquer en plaisantant qu'il doit vouloir devenir populaire et occupé, et qu'il est même un peu jaloux de lui. Mais Gran a pris ses paroles au sérieux et a répondu qu'il deviendrait lui aussi célèbre. Iris explique que la découverte des ruines est à mettre à son crédit. Luru avait encore des doutes, car il n'avait que 7 ans et personne ne l'aurait cru. Cependant, Gran est intervenu et a dit qu'il parlerait personnellement en sa faveur. Luru est un peu surpris. Gran commença à dire qu'il allait lui raconter tous les miracles qu'il avait accomplis. Mais ce n'est pas exactement ce que Luru voulait. Demandant à Gran de s'arrêter, notre héros réfléchit un instant. Il ne voulait pas passer sa vie à se cacher, et pour cela, il ne pouvait dire à personne qu'il était un seigneur démon. Mais ce serait bien d'être reconnu et récompensé. D'un autre côté, cette notoriété n'est pas de bon augure. Voyant la réaction de notre héros, Gran lui dit que s'il voulait vraiment la gloire, il pouvait lui en parler. Cependant, quelque chose lui disait que Luru ne voulait pas cela. Alors il a dit qu'il se tairait. Gran lui avait dit qu'il ne lui rendrait pas la vie plus difficile, ce qui était un grand soulagement pour Luru. Il pouvait dire avec certitude qu'il pouvait lui faire confiance. Pendant un moment, il a même envisagé de dire toute la vérité à Gran. Mais soudain, il fut interrompu par le grondement de ruines qui s'écroulaient. Lorsqu'ils se sont retournés, il ne restait plus qu'un tas de pierres. Gran était complètement mortifié, car les ruines étaient dans son moyen de gagner de l'argent. Mais il s'est avéré que ce n'était pas la première fois que cela se produisait. Lorsqu'il était avec Umis, cela lui arrivait souvent. Enfin, Gran décida de prendre au moins un morceau du mécanisme miracle qui traînait maintenant. Au moins, c'était mieux que rien. Cependant, il était certain qu'une fois qu'Umis apprendrait ce qui s'était passé, elle éclaterait en sanglots. En approchant du village, Luru réfléchit à son inévitable rencontre avec l'elfe. Il était évident qu'elle était fière de la puissance de sa magie, mais il avait facilement écrasé la barrière et l'avait enfermée à l'intérieur. À leur retour, ils sont attendus par Umis, qui maintient toujours la barrière. Son intention meurtrière était parfaitement perceptible même à des dizaines de mètres de distance. Même si son visage montrait des signes de fatigue, on pouvait voir au premier coup d'œil qu'elle était très en colère. Luru devine la raison de sa colère et décide de s'excuser. Cependant, Umis ne l'a pas laissé faire. Elle s'est immédiatement mise à lui crier dessus car elle avait beaucoup de choses à lui dire. Luru a essayé de demander de l'aide à Gran et Iris pour son regard. Gran a répondu qu'Umis était inarrêtable dans de telles situations, et que même lui était impuissant. Iris n'était pas non plus très enthousiaste à l'idée d'aider, car cela la rendait nostalgique. En fin de compte, les cris qui ont duré 1 heure a complètement vidé Luru de ses forces, et il s'est tout simplement effondré. Après la réprimande, qui pour Luru ressemblait plus à une sévère correction, Umis indique qu'elle a veillé à ce que Rusty et les autres soient emmenés au village. Il lui semblait que sa mère ne savait pas qu'il avait de la magie, alors elle lui dit simplement qu'il serait en sécurité avec Gran. Elle lui laissait le soin d'expliquer le reste. Luru lui était vraiment reconnaissant d'avoir été prévenant et de ne pas avoir dévoilé son secret. Il était un peu gênant pour Umis de demander à notre héros d'enlever la barrière, mais il n'y avait pas d'autre moyen, car elle n'avait jamais été capable de le faire elle-même. Luru a accepté de le faire, mais Iris l'a devancé au dernier moment. Elle s'approcha de la barrière et posa sa main dessus. Il ne fallut qu'un instant pour que la barrière soit complètement détruite par sa magie. Umis reste sans voix, ne pouvant croire ce qui vient de se passer. Iris, elle, sourit comme si de rien n'était. Pendant que Gran et Umis se remettent du choc, Luru demande à Iris pourquoi elle a fait ça. Ce à quoi elle a répondu qu'elle lui avait trop crié dessus, et qu'elle n'avait pas d'autre choix que de se venger. Luru était bien sûr reconnaissant qu'elle s'inquiète pour lui, mais il lui a demandé de l'aider la prochaine fois avant que cela ne se produise. Il s'est vraiment passé beaucoup de choses aujourd'hui, et comme tout le monde était sûrement fatigué, Gran a suggéré qu'ils rentrent à la maison. Il décida de raccompagner lui-même Iris et Luru à la sortie, tandis qu'il envoya Umis, encore choqué, à l'auberge. L'elfe les menaça de tout lui raconter demain. En s'approchant de sa maison, Luru voit que quelqu'un l'y attend. Comme prévu, c'était sa mère. En la regardant, Luru n'a pas vu de colère ou d'irritation sur son visage, mais il a instinctivement ressenti de la peur. Sa mère Médée avait un caractère calme et aimable, mais notre héros ne l'avait jamais vue ainsi. Calmement, mais comme si elle réprimait des sentiments, elle lui demande où il se trouve. Umis aurait déjà dû lui raconter ce qui s'était passé, mais Luru comprit que sa mère voulait l'entendre de son côté.
Il n'a pas eu d'autre choix que de répondre qu'il était allé aux ruines. À ce moment-là, la paume de sa mère fendit l'air. Luru était bien conscient de ce qui se passait, mais il savait qu'il n'avait pas le droit d'esquiver. Alors il prit la gifle. Il y eut un bruit sourd, et la joue de Luru commença à palpiter de douleur. Mais ce n'est pas Luru qui a reçu le coup qui fait le plus mal, c'est Médée. Après le coup, Médée s'approche avec hésitation de Luru et le serre doucement dans ses bras. Elle a murmuré en pleurant qu'elle était très inquiète pour lui. Luru a répondu qu'il était bien conscient d'avoir mal agi, mais que c'était nécessaire. Il est conscient de sa culpabilité et cela suffit à sa mère. Elle a décidé de ne pas continuer et de laisser tomber la situation. Se tournant vers Gran, elle lui demande si Luru lui a été utile. Il n'a pas eu d'autre choix que de dire la vérité. Il lui dit qu'un mécanisme magique s'était inexplicablement activé et avait commencé à attaquer le village. Si Luru ne l'arrêtait pas à temps, les dégâts et les victimes seraient incommensurables. Médée est heureuse de l'apprendre. Luru et Gran étaient très heureux qu'elle ne connaisse pas les détails et pensaient que tout cela était dû à l'entraînement de son père. Soudain, son attention est attirée par une fille qui se tient à côté de Gran. En se présentant, Iris a répondu que c'était en effet la première fois qu'elle se voyait. Elle expliqua que, pour une raison quelconque, elle avait dormi longtemps dans les ruines, où Gran et Luru l'avaient retrouvée. Elle a parlé avec assurance et émotion, de sorte que Médée n'a pas douté de ses paroles. Iris raconte qu'elle a perdu un être cher, qu'elle a été poursuivie par ses ennemis, qu'elle s'est retrouvée piégée dans les ruines et qu'elle s'est endormie. Et maintenant, elle n'avait même plus ses parents. Après l'avoir écoutée, Médée étreint la jeune fille en pleurs et lui dit que cela a dû être effrayant pour elle de se retrouver seule à cet âge. Sans réfléchir longtemps, elle propose à Iris de rester avec eux. Iris continue de jouer et répond, gênée, qu'elle ne peut pas demander une telle chose. Médéa se tourne immédiatement vers Luru et lui demande s'il veut que la petite Iris reste avec eux. Il était un peu confus car il pensait devoir persuader sa mère, mais c'est tout le contraire qui s'est produit. Voyant qu'il n'y voyait pas d'inconvénient, Médée est allée encore plus loin et a demandé à Iris si elle voulait être sa fille. Elle avait toujours rêvé d'avoir une fille, et elle était sûre que son mari y serait favorable. C'était un peu différent de ce à quoi Iris s'attendait. Elle voulut s'opposer, mais Médée ne la laissa pas faire. Elle a souri et a dit qu'à partir de maintenant, elle devait appeler sa mère. Iris ne comprend toujours pas ce qui se passe, mais elle fait ce qu'on lui demande, c'est-à-dire appeler la mère de Médée. Dès qu'elle l'a fait, Médéa a commencé à serrer Iris dans ses bras. Elle est désormais officiellement sa fille. D'un regard, Iris demande à Luru ce qu'elle doit faire. Connaissant bien sa mère, notre héroïne ne peut que lui conseiller d'abandonner. Gran pensait aussi que tout s'était bien passé, car devenir la fille d'un aristocrate n'était pas si facile. Comme il se faisait tard, il dit qu'il rentrait à l'auberge. Avant de partir, il rappelle à Luru de ne pas oublier de revenir à l'auberge pour discuter de quelque chose. Après avoir dit au revoir à sa grand-mère, Luru est rentré chez lui avec sa mère et Iris. Il était un peu étrange pour notre héros de réaliser que la fille de son meilleur ami allait devenir sa petite sœur. Malgré tout, il était heureux qu'elle soit en vie et qu'elle puisse être à ses côtés. Le lendemain matin, comme promis, il accompagne Iris chez Gran et Yumi. Cependant, dès qu'ils ont ouvert la porte, ils ont entendu les paroles maussades de Yumi, qui leur a dit qu'ils étaient trop lents. Les regardant d'un air mécontent, elle demande par où commencer. Une fois tout le monde rassemblé, Luru leur demande de quoi ils veulent leur parler. La première chose qui intéressait Gran était de savoir comment il utilisait la barrière de Yumi et comment il apprenait la technique. Notre héros lui répond que c'est un secret et qu'il ne peut leur en parler que s'il prête serment de silence. Les Yumi ont prêté serment sans hésiter. Cependant, Luru a pu facilement se rendre compte, grâce à sa magie, qu'elle mentait. Yumi pensait qu'il bluffait, mais Luru lui a suggéré d'essayer de le piéger à nouveau. Après quelques questions, il a été en mesure de déterminer clairement quand elle mentait et quand elle ne mentait pas. Yumi est une fois de plus stupéfaite par ses capacités. Ils étaient des aventuriers, et leur devoir direct était de rendre des comptes au chef de leur guilde. Luru l'avait compris, mais il n'était prêt à révéler son secret que s'il leur jetait un sort de contrat. Après tout, Yumi et Gran avaient accepté cette condition. Iris n'a pas hésité à leur parler d'elle non plus. Ainsi, dès que notre héros a obtenu leur consentement, il a commencé le rituel de la signature du contrat. Sa condition était qu'ils ne parlent à personne de leur secret avec Iris. À ce moment-là, Yumi et Gran eurent l'impression qu'une force énorme les avait enchaînés l'un à l'autre. Au bout d'un moment, tout est rentré dans l'ordre. Le contrat est officiellement conclu. Luru n'était pas sûr qu'ils le croiraient, mais il leur a dit qu'Iris et lui étaient d'anciens démons. Comme il s'y attendait, Yumi ne l'a pas cru. Elle avait fait des recherches personnelles et savait que les démons anciens étaient des êtres majestueux.
Elle a immédiatement exigé des preuves. Luru n'a d'autre choix que de lui rappeler la facilité avec laquelle il a pu changer sa barrière. C'était vrai. Même un mage de son niveau ne pouvait pas faire une telle chose. Gran avait lui aussi des doutes, car il ne pouvait pas y avoir de sang de démon dans la lignée des aristocrates. Au début, Luru ne savait pas comment leur expliquer la réincarnation, qui n'était courante que chez les démons. Mais il s'est avéré que les gens du monde humain moderne connaissaient également ce concept, ce qui était assez étrange. Il simplifie considérablement les choses. Luru explique qu'il est un ancien démon qui s'est réincarné dans un corps humain. Il a dit qu'Iris et lui s'étaient reconnus dans une vie antérieure, mais qu'ils s'étaient retrouvés par hasard. Iris a confirmé ses propos, et a ajouté que ses paroles sur la perte d'un être cher dans les ruines n'étaient pas un mensonge. Cette personne était Luru, le meilleur ami de son père. En raison de la gentillesse dont il a fait preuve à son égard, elle s'est prise d'affection pour lui dès son enfance. Elle a également parlé de la guerre, la mort de Luru, et comment elle a essayé de le venger. Mais après que quelqu'un l'a attrapée, elle s'est réveillée dans ce monde. La façon dont Iris a raconté tout cela n'a laissé aucun doute à Gran et Yumi quant à la véracité de ses propos. Mais Yumi ne comprenait toujours pas pourquoi Iris s'adressait à Luru comme si elle était sa subordonnée. Luru n'allait pas le cacher et répondit qu'il avait autrefois contrôlé tous les démons. Il a dit que dans sa vie antérieure, il était le 100e seigneur démon de l'Aruslia Nord. Il ne pouvait pas encore prouver ce qu'il disait. La seule chose qu'il pouvait leur assurer, c'est qu'Iris et lui étaient d'anciens démons. Yumi a été particulièrement choquée par cette nouvelle et a demandé confirmation à Iris. Iris répondit que c'était vrai. Elle raconta que la magie de Luru-san avait un jour détruit une montagne entière. Si Luru a décidé de leur dire cela, c'est parce qu'il pensait qu'ils étaient des gens bien. Il aimait le village et allait pour y vivre jusqu'à ce qu'il ait suffisamment d'informations. En outre, il voulait qu'ils viennent de temps en temps dans leur village pour leur raconter leurs aventures. Gran est un peu touché par les paroles de Luru. Il accepte, mais à la condition qu'ils rejoignent leur clan. En bref, le clan était composé de différents groupes, et il n'y avait pas d'ordre émanant d'un chef particulier. Les aventuriers du clan étaient libres de partager leurs compétences et leurs connaissances pour s'entraider. Luru ne pouvait pas le faire maintenant, car l'enregistrement n'était autorisé qu'à partir de l'âge de 14 ans. Mais il s'est avéré que Gran et Yumi n'étaient pas encore membres d'un clan. Ils finirent par se promettre de se revoir dans 7 ans. D'ici là, Gran et Yumi auront créé leur propre clan, et Luru grandira et les rejoindra. C'est sur cette bonne note qu'ils se sont quittés. Notre héros était en effet déterminé à devenir un aventurier. Il était impatient d'explorer le monde moderne et de découvrir ce qui s'était passé après sa mort par la main d'un héros. Il voulait connaître toute la vérité. Et comme il s'agit d'une aventure difficile, il a besoin de compagnons fidèles. Se tournant vers Iris, il lui demande si elle est prête à le suivre. Iris a accepté sans hésiter de le suivre où qu'il aille. Mais la première chose à faire est de convaincre sa mère de le laisser partir. Mais il s'est avéré, à table, que sa question n'était pas nouvelle pour elle. Elle avait toujours su et vu que Luru regardait ailleurs que dans la direction de leur village. Elle est d'accord à condition qu'il attende son 14e anniversaire. Mais le problème, c'est son père Patrick. Bien qu'il ait été un homme très bon, il était très attaché à ses principes et très strict dans certains domaines. En cas de refus direct, Médée propose à Luru de se battre à l'épée avec lui et de le convaincre. Bien que ce soit la seule option, Luru n'est pas sûr de pouvoir le vaincre. Iris, qui avait suivi leur conversation, remarqua que son oncle n'était pas vraiment différent d'un enfant normal. Le lendemain, Médée a préparé le déjeuner d'Iris et de Luru et les a renvoyés de la maison. Aujourd'hui, ils devaient rencontrer Rusty et les autres. La présentation d'Iris aux enfants s'est assez bien passée. Sauf que, contrairement à Rusty, qui avait eu le coup de foudre pour Iris, Mia et Yuri n'étaient en tombe pas très amicaux avec elle. Cela laisse Iris perplexe. Elle avait dû faire face à ce genre de choses dans le passé à cause de son statut de démon. Mais maintenant, aucun d'entre eux n'avait besoin de le savoir. Après sa question sur la raison pour laquelle il la traitait de la sorte, les filles lui ont expliqué très clairement la raison de leur attitude. En entendant cela, Iris leur a assuré qu'ils n'avaient pas à s'inquiéter puisque Rusty n'était pas celui qui l'intéressait. C'est ainsi qu'Iris a réussi à se faire ses premiers amis, mais même aujourd'hui, la chose la plus importante au monde pour elle reste Luru. Après tout ce temps, ils se sont finalement retrouvés. Et cette fois, Iris était déterminée à faire de son mieux pour l'aider. La première chose qu'elle décida de faire fut de lui préparer le déjeuner qu'il avait l'habitude d'emporter avec lui lorsqu'il allait à l'entraînement. Heureusement, Médéa comprend immédiatement les sentiments d'Iris pour Luru et promet de l'aider. Iris était déjà comme sa propre fille pour elle. Elle était donc prête à la soutenir en tout. Iris lui en est très reconnaissante car, pour la première fois depuis longtemps, elle ressent à nouveau la chaleur et le soutien de sa famille. Une fois que tout est prêt, Iris a servi son repas à Luru. Comme prévu, il est ravi de sa cuisine.
Il a promis qu'une fois devenu aventurier, il partirait à la recherche d'ingrédients pour des plats démoniaques. Iris a soutenu l'idée et a promis qu'elle les cuisinerait. Le lendemain, le père rentre enfin à la maison. Le premier à sortir pour l'accueillir est Lourou, qui, après l'avoir salué, a immédiatement commencé à poser des questions sur la formation. Patrick ne pouvait pas promettre que cette fois-ci, il resterait longtemps à la maison, mais il a promis qu'il consacrerait tout son temps libre à l'entraînement. De retour à la maison, Patrick retrouve enfin les autres. La rencontre avec Iris s'était plus que bien passée. Grâce aux lettres de sa femme, il en savait déjà beaucoup sur elle, et l'adopter ne le dérangeait donc pas du tout. À table, Patrick raconte ses voyages et son travail dans la capitale royale. Lorsqu'ils se sont remis à parler d'Iris, ils ont décidé d'un commun accord de l'adopter. Patrick a promis à son tour de lui apporter bientôt les papiers d'adoption. Après cela, ce fut enfin le tour de Lourou. Il dit d'un air sérieux qu'il a l'intention de devenir un aventurier lorsqu'il aura 14 ans. Patrick n'a pas refusé, comme le supposait notre héros. Il a dit que d'un point de vue juridique, il n'y avait aucun problème, et que même s'il devenait un aventurier, il pourrait hériter de leurs propriétés et de leurs titres. Le problème, c'est qu'être un aventurier n'est pas aussi facile qu'il y paraît, et c'est pourquoi il voulait confier une tâche à Lourou. Pour son 14e anniversaire, il devait reconnaître ses compétences en tant qu'épéiste le plus fort du royaume. L'exigence n'était pas simple, mais c'était le seul moyen de s'en sortir. Sans un entraînement adéquat, Lourou ne pourrait tout simplement pas survivre. Notre héros lui-même s'en est rendu compte, et a promis qu'à son 14e anniversaire, ses compétences satisferaient définitivement son père. Il était encore inexpérimenté à l'épée, et son corps d'enfant n'était pas assez fort, mais sa magie était toujours aussi bonne qu'avant. Il avait encore beaucoup de travail devant lui. À partir de ce jour, Lourou a pris son entraînement encore plus au sérieux. Pendant la journée, il s'entraîne à l'épée avec Rusty, suivant les conseils de son père. Et au petit matin, quand tout le monde dormait encore, il s'exerçait à la magie. Ce qui conduira notre héros sur la voie qu'il a choisie et les aventures qui l'attendent, nous le verrons dans la prochaine partie.